Bonjour et bienvenue dans le séminaire d'unité de l'UMR s'adapte. Aujourd'hui nous accueillons Nathalie de Noblet-Ducoudray pour une présentation intitulée « Changement climatique, quels défis à relever pour bien préparer le monde agricole à l'adaptation ». Bonjour à toutes et tous. On est là pour le 4e et dernier séminaire d'unité. Pour rappel de l'année. De l'année. Philippe a fait un jeu de la déception après. Et donc oui, sur le thème qui était le thème que nous avions retenu pour 2024, qui est accélération des changements, risque en cascade des crises, multiplicité des crises. Ça partait au début d'une interpellation que nous avait fait en AG le président de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, la Maison de l'homme Paris-Saclay, qui nous avait dit, OK, mais comment vous saisissez des urgences de la société? Comment vous arrivez à faire de la recherche dans ce contexte où il y a plein d'urgences quelque part? Et ben dans ce cas-là, on a essayé d'alterner les présentations de différentes disciplines et de différents intervenants sur des questions autour de ces risques et crises en cascade qui impactent beaucoup la recherche. Et aujourd'hui, nous n'accueillons pas le Père Noël, contrairement à ce que certains attendaient. J'aurais pu mettre le Père Noël. Voilà. Nous avons plaisir de t'accueillir, Nathalie, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir malgré la grève RER, le mauvais temps et le contexte. J'étais en vélo, donc je n'ai pas vu la grève. Et voilà, donc, la parole est à toi. Tu gères comme tu veux le temps de parole. On a jusqu'à 15h30. D'accord. Libre à toi de, voilà, oui, non, mais on peut interrompre. Donc, merci beaucoup d'être là. Voilà, c'est la fin de l'année, donc les gens sont fatigués. Donc, j'espère que ça sera quand même intéressant. N'hésitez pas à m'interrompre. En fait, là, j'interviens un peu au titre d'auteur d'un des rapports du GIEC dans le 6e exercice, sur celui qui est paru en 2019 sur l'usage des sols et climat. Mais aussi, on a monté un groupe régional d'expertise sur le changement climatique et la transition écologique en Île-de-France. Donc voilà, on travaille un peu avec l'Île-de-France. Et puis voilà, on a notre objet interdisciplinaire Alliance pour le changement climatique, où on essaye d'accélérer, enfin voilà, de voir un peu comment notre science peut être utile à l'action. Alors là, évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Je vais vous rappeler quand même quelques rappels. J'espère que ce sera presque que des rappels, mais on ne sait jamais. Sur le changement climatique et puis après sa déclinaison en France et en Île-de-France. Et puis aussi des annonces gouvernementales récemment sur la fameuse trajectoire d'adaptation. Et puis ensuite, je me pencherai un peu sur comment on s'empare des projections climatiques pour faire de l'adaptation. Et ben, moi, en fait, voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin pendant un certain nombre d'années dans le monde agricole et ça n'a pas toujours été facile. Et les difficultés aussi techniques qui viennent vraiment du climat et qu'il faut que vous ayez en tête quand on fait de l'adaptation au changement climatique. Alors, dans les rappels, je vous apprends rien que la Terre se réchauffe. D'accord? Donc, c'est ce que vous voyez à droite, où vous avez des anomalies de température en moyenne globale annuelle depuis les 2000 dernières années. Là, on est sur 2000 ans, avec la montée extrêmement brutale depuis 1850 à peu près des températures à l'échelle de la planète. Et aujourd'hui, on est à plus 1,15 degrés de réchauffement à peu près. Je reviendrai sur la profondeur temporelle, et puis qui est parallèle à l'augmentation simultanée des 3 gaz à effet de serre principaux, le CO2, le CH4, le N2O, qui présentent la même courbe en crosse de hockey que les températures. Donc ça, c'est la dernière fois que la Terre avait connu ce niveau de CO2, c'était au Pliocène, donc il y a à peu près 3 à 5 millions d'années. Donc, bien sûr, la Terre a déjà connu ce niveau de CO2. Il n'y avait pas les hommes, enfin, on ne pense pas, en tout cas, on n'a pas trouvé de preuves qu'il y avait l'homme à cette époque-là. Alors, quand on parle d'anthropocène, si je prolonge cette courbe sur le dernier million d'années, on voit apparaître des cycles glaciaires interglaciaires naturels. Ces cycles glaciaires interglaciaires, au cours du dernier million d'années, le CO2 a évolué entre 180 parties par million dans ses valeurs les plus faibles, 280 parties par million dans ses valeurs les plus fortes. Aujourd'hui, le chiffre n'est pas à jour, on doit être à 419. On n'est pas loin des 420 parties par million. Ça, c'est des phénomènes complètement naturels.
qui sont les cycles glaciaires interglaciaires, dont on connaît l'origine, qui est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et cette trajectoire, elle a un certain nombre de paramètres astronomiques, 3 essentiellement, qui font que ça fait des variations d'énergie qui arrivent sur la planète, d'énergie solaire, en répartition en latitude ou en cumul annuel. Et c'est ça qui est le moteur des cycles glaciaires interglaciaires. Donc c'est un moteur énergétique qui ensuite est traduit par des changements de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, notre moteur, c'est des gaz à effet de serre, qui se traduit par des changements énergétiques et par des changements de température. C'est un peu inversé par rapport à ce qu'on avait connu avant. Et en fait, normalement, depuis, c'est ce qu'on voit un peu ici, là, hein, depuis les derniers milliers d'années, on est censé avoir entamé notre entrée dans la prochaine glaciation que nous devrions atteindre dans 60 000 ans à peu près et que nous n'atteindrons jamais. D'accord? Ça, on le sait. Alors, est-ce qu'une bonne ou une mauvaise nouvelle, j'en sais rien, mais en tout cas, l'homme a eu une force qui est celle de faire sortir la Terre de ces trajectoires naturelles des cycles glaciaires interglaciaires. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène, très souvent. Ça a été un moteur, voilà, qui nous a fait sortir de là. Donc, alors, il y a toutes sortes de définitions de l'anthropocène, mais d'un point de vue climatique, c'est vraiment ça. Donc, on est sorti des cycles naturels. Alors, à l'échelle des temps géologiques de la planète, oui, il y aura sûrement d'autres aires glaciaires, mais à l'échelle de nos sociétés humaines comme on les connaît aujourd'hui, il n'y en aura pas. En tout cas, la prochaine, on n'y rentre pas. C'est parce qu'il faudrait redescendre en dessous de 300 parties par million dans l'atmosphère, et ce n'est pas pour demain. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on se réchauffe? Donc ça, c'est juste de l'énergétique. En fait, une planète à l'équilibre, les 2000 dernières années étaient relativement, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. On était sur un climat relativement stable, hein, qui a permis l'installation de l'agriculture, qui a permis la sédentarisation de l'homme, etc. C'est vraiment cette période longue, interglaciaire qu'on appelle l'Holocène, qui a été plus longue que beaucoup des autres périodes passées, qui a duré presque 6000 ans. Et c'est ça qui a vraiment permis à l'homme de s'installer, de se sédentariser, de développer son agriculture. Pendant toute cette période-là, le climat était à peu près à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire quoi? Le moteur de notre climat, c'est l'énergie que nous recevons du Soleil. Et donc, on est dans un système énergétique, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On reçoit de l'énergie sous forme solaire, la planète se réchauffe, elle renvoie de l'énergie vers l'espace sous forme de rayonnement thermique ou rayonnement infrarouge. Ça, c'est le principe de base. Quand on rajoute des gaz à effet de serre, eh bien, on piège une partie de cette énergie thermique qui est censée repartir vers l'espace, et on la piège comme dans une serre. En fait, on la piège, et donc, au lieu de repartir vers l'espace, cette énergie est renvoyée vers la surface de la Terre. Et donc, la Terre reçoit plus d'énergie qu'elle devrait en avoir, et donc, pour compenser, elle se réchauffe. Donc, c'est un mécanisme de compensation physique. La planète se réchauffe pour augmenter la quantité d'énergie qui va repartir vers l'espace. Donc, en fait, les gaz à effet de serre font qu'on déstabilise énergétiquement notre système, et donc, c'est pour ça que la planète se réchauffe. C'est un système physique de base. Donc, les climato-sceptiques, ça nous énerve un petit peu parce qu'on a juste envie de les renvoyer dans des cours de physique. Ensuite, ce qui est important à regarder ici, c'est que l'essentiel du surplus d'énergie, il est stocké dans l'océan. D'accord? Donc, les 2000 premiers mètres de l'océan ont capté une quantité d'énergie phénoménale. Et donc, on a une bombe à retardement, si on veut, enfin, on a une mémoire de notre surplus énergétique qui est enfermée dans les couches océaniques. Et vous voyez qu'il n'y a que 1% dans l'atmosphère. C'est ce qui fait une partie de notre réchauffement. 5% sur les terres et 3% dans tout ce qui est cryosphère et qui conduit à la fonte des glaciers, la fonte de la banquise, enfin, restriction de banquise, etc. Donc, c'est vraiment le principe de base, c'est celui-là. Alors, quand on fait de l'attribution, donc ça, c'est un mécanisme, mais quand on veut démontrer que l'évolution récente du climat est liée aux actions de l'homme, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de planète B, je pense que ça ne vous a pas échappé. Donc, en fait, on part de modèles climatiques et on a donc mis en équation toute notre connaissance du fonctionnement du système climatique avec un modèle climatique qui comporte un modèle de circulation de l'atmosphère, de circulation de l'océan, un modèle
de comportement des écosystèmes sur les continents et d'échanges avec l'atmosphère et avec l'océan, et un modèle de cryosphère qui va décrire tout ce qui est neige, glace, glacier, etc. Et en fait, dans nos modèles, comme ce sont des outils numériques, on peut jouer avec et on peut leur donner à manger tout ce qu'on veut, ou enlever ou débrancher des systèmes pour voir comment ils réagissent. Et donc ça, c'est toujours la même courbe que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, donc les anomalies de température moyenne globale annuelle. La courbe en noir étant l'observation que l'on veut refroidir, que l'on veut reproduire, que l'on veut aussi refroidir, c'est un lapsus, excusez-moi. Et donc, on a mis plusieurs choses dans notre modèle, on a testé plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on s'est dit, on va regarder que les causes naturelles d'évolution du climat. La trajectoire de la Terre autour du Soleil, les éruptions volcaniques, les éruptions solaires et la variabilité naturelle du climat qui est calculée par nos modèles. Si on n'avait eu que ça, ben on aurait suivi cette courbe verte qui serait autour du zéro, puisque ce sont des anomalies de température. Donc, en fait, notre climat sur ces presque 150, un peu plus que 150 dernières années n'aurait absolument pas varié. Il n'aurait pas dû être à la baisse, cette tendance. Pas sur 150 ans, on ne voit pas. C'est 60 000 ans. Alors, entre un maximum glaciaire et un Holocène, c'est 5 degrés d'écart en 60 000 ans. Voilà. Les années 1500, vous voyez une petite baisse. Oui, mais après, c'était des petits signaux, etc. Mais en gros, ça ne bouge pas. Sur 150 ans, ça bouge, on ne voit pas grand-chose. D'accord? Après, la courbe en rose, ici, c'est si on met uniquement l'augmentation des 3 gaz à effet de serre dont on a parlé tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'on aurait été plus chaud que ce que l'on a observé, en ne tenant compte que des gaz à effet de serre. La courbe en bleu, c'est celle où on prend en compte tous les autres polluants, sauf les gaz à effet de serre. Donc, toutes les particules, en fait, qu'on émet dans l'atmosphère, dont on utilise des bombes aérosols, les caoutchoucs des pneus, voilà, toutes les particules que l'on émet, voilà, quand on fait une combustion, il n'y a pas que du CO2 qui est relargué, il y a aussi des particules. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les aérosols anthropiques. Et eux, ils ont un pouvoir réfléchissant par rapport au rayonnement solaire qui arrive. Donc, ils renvoient de l'énergie solaire vers l'atmosphère. Ils augmentent ce qu'on appelle l'albédo planétaire. Et donc, ils ont un effet refroidissant. Et puis, la courbe en gris, c'est quand on tient compte de tout, les causes naturelles, les aérosols anthropiques et les gaz à effet de serre émis par nos activités. Et là, on a une courbe grise que l'on voit et qui encadre bien les observations. Donc, on n'est pas capable de reproduire les observations si on ne tient pas compte des activités humaines dans les modèles de climat. C'est comme ça qu'on fait de l'attribution. On fait de l'attribution à partir des modèles de climat en rejouant un certain nombre de simulations climatiques avec des forçages que l'on met ou que l'on enlève pour pouvoir faire ce genre de calcul. On peut appliquer ces mêmes méthodes sur les événements extrêmes, sur toutes sortes de choses. C'est comme ça qu'on a la certitude que finalement le rôle de l'homme aujourd'hui est absolument sans équivoque sur ce réchauffement depuis 1850. Alors, on parle de réchauffement climatique, mais il ne faut pas oublier que, en réalité, c'est plus un dérèglement climatique, parce qu'il n'y a pas que la température qui change. Donc là, on vous a représenté les 4 boîtes du système climatique, l'océan à gauche, tout ce qui est cryosphère à droite, atmosphère en haut et terre en bas. Et donc, en fait, on a parlé des glaciers. Voilà, il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a des glaciers qui ont totalement disparu au cours de ces 4 dernières années, en Islande, en Italie. Sur la cordillère des Andes, il y a des glaciers qui sont en train de disparaître complètement. La mer de glace en France qui se réduit à peau de chagrin. Donc voilà, on a vraiment un signal très fort. La durée de la saison de la neige dans beaucoup de massifs, notamment ceux qui sont en dessous de 1500 mètres d'altitude. En gros, il y a eu des études qui ont montré que toutes les stations de montagne en dessous de 1500 mètres d'altitude, elles n'ont pas intérêt à renouveler leur parc de remontée mécanique parce que de toute façon, elles n'auront plus de neige très bientôt. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on attribue au changement climatique. Je vous ai parlé du contenu thermique de l'océan. On a l'acidification de l'océan aussi, qui est liée à l'augmentation de la température, mais aussi à plus de CO2 dissous dans les océans. Et ça, c'est super important parce que ça dissout les coquilles calcaires. Donc, les huîtres, les moules, etc. Si l'océan continue à s'acidifier, c'est tout un pan
de production alimentaire qui va s'arrêter. Donc, ça pose quand même pas mal de problèmes. Montée du niveau des mers. Vous savez qu'il y a 2 facteurs pour la montée du niveau des mers. Allez, un petit quiz. Qui sait répondre? Voilà, donc effectivement, le réchauffement des océans fait qu'ils se dilatent. Donc, c'est une montée des mers. Et le deuxième facteur, Les glaces. la fonte des glaces sur les continents, Oui. qui apportent de l'eau douce à l'océan. D'accord? Donc, on a les deux effets qui se combinent. Et puis, les choses qui sont importantes et qui vous ont peut-être pas échappé, c'est le déplacement d'espèces, végétales ou animales. Enfin, végétales, les arbres, c'est un peu plus compliqué, mais typiquement, les bancs de poissons dans les océans migrent vers des niches bioclimatiques qui suivent leur niche bioclimatique, qui changent. Sur les continents, c'est ce qu'on appelle l'effet verdissant de la planète, c'est-à-dire qu'on a quand même une reconquête de végétation en altitude et dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, sur des zones qui étaient trop froides avant pour abriter des écosystèmes végétaux et maintenant qui deviennent favorables. Donc, on a augmentation voilà, du déplacement d'espèces là-dessus. On a des espèces aussi pour l'agriculture, enfin pour les forêts par exemple, des parasites qui se déplacent, type la processionnaire du pin, qui se déplace à un peu plus de 2,5 km par an vers le nord. Donc ça va quand même assez vite et elle arrive très vite sur des arbres qui n'ont pas trop l'habitude à faire face à ce genre d'écosystème. Et puis, voilà, donc vous voyez ici qu'il y a des chiffres aussi, par exemple, l'acidification de l'océan, c'est quelque chose d'inédit depuis plus de 2 millions d'années. Le réchauffement de l'océan, c'est le plus rapide depuis 11 000 ans. Donc, on est capable, pour certains de ces changements, de mettre aussi un laps de temps depuis lequel on n'a pas du tout vu ça et qui fait que ça pose pas mal de questions. Alors, la chose qui est importante, c'est aussi cette courbe. C'est-à-dire que cette courbe, elle vous montre quoi? Elle vous montre la corrélation entre l'augmentation de la température, qui est sur l'axe des ordonnées, et puis le cumul des émissions, cette fois-ci seulement de CO2 fossile, parce que c'est le gaz à effet de serre qui a une longue durée de vie dans l'atmosphère, l'intégrale de ces émissions, donc le cumul de ces émissions depuis 1850. Et en fait, on a une courbe, une corrélation presque parfaite entre ce cumul depuis 1850 et l'augmentation de la température de la planète. Et donc aujourd'hui, on a émis à peu près 2400 milliards de tonnes de CO2 fossile dans l'atmosphère depuis 1850, qui nous a conduit à un réchauffement de 1,15 degrés Celsius. Et comme nous émettons un peu plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an, eh bien, on fait une règle de 3 et on calcule quand on va franchir le cap des 1,5 degrés et quand on va franchir le cap des 2 degrés. Alors, on s'arrête ici à peu près à 2050 parce qu'au-delà de 2050, on soupçonne qu'il y aura peut-être des mécanismes de rétroaction qui vont se mettre en place à l'échelle planétaire. Une très grande acidification de l'océan qui fait qu'elle prendra plus de CO2. On voit les méga-feux qui démarrent, etc. Donc, un relargage par les surfaces continentales de CO2, un éventuel emballement du système. Et donc, cette courbe sera plus exactement avec la même pente. Donc, quand on fait ces estimations, on ne va pas au-delà de 2050 pour ça. Mais actuellement, le permafrost et compagnie, oui, aujourd'hui, donc effectivement, aujourd'hui, sur 100 molécules de CO2 qu'on émet, on en a 50 qui sont reprises par les océans et les continents. Et sur le permafrost, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce que relargue le permafrost est compensé par la reprise de la végétation dans ces zones-là, qui va pomper du CO2. Sur les sites de mesure, aujourd'hui, là où le permafrost fond, la végétation reprend. Et donc, ce que le sol relargue par des gels du permafrost, la végétation le reprend par photosynthèse. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on a il y a quand même énormément de carbone dans ces sols-là. Donc, le risque d'un emballement, on pense que ça va tenir la route jusqu'à presque la fin du 21e siècle et au-delà, on ne sait pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui permet. Donc, en fait, théoriquement, si on se place sur un point de vue purement physique, il est encore possible de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius. D'accord? Ça, c'est la théorie, évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut arrêter d'émettre 40 milliards de tonnes de CO2 par an.
Et comme chaque année, on émet un peu plus que l'année d'avant, on a ralenti la vitesse de croissance des émissions de CO2, mais on n'a pas encore inversé la courbe, c'est-à-dire qu'on n'est pas à émettre moins d'une année après l'autre. On continue à émettre plus une année après l'autre, mais la vitesse de cette augmentation diminue. Voilà. Donc, on n'est pas dans une accélération, on est plutôt dans un ralentissement. Alors, quand on regarde les émissions de CO2, enfin les émissions, là, c'est tout gaz à effet de serre confondu, puisque c'est un CO2 équivalent, jusqu'en 2050. En fait, donc, pour ne pas dépasser 1,5 degré, il faudrait suivre la courbe bleu ciel. Pour ne pas dépasser 2 degrés, il faudrait suivre la courbe verte. La courbe bleu foncé là est celle des intentions affichées par les gouvernements. Donc, quand les gouvernements arrivent au COP en disant voilà ce qu'on est capable de faire, s'ils mettaient en œuvre ce qu'ils affichent, eh bien, on aurait dû amorcer depuis 2019 une légère baisse et ensuite avec une baisse qui s'accélère après 2030. Et effectivement, c'est ce qui nous permettrait de rester en dessous des 2 degrés. La courbe rouge, ce sont les choses qui sont déjà engagées dans les différents gouvernements du monde. C'est-à-dire que les différents gouvernements du monde n'arrivent pas à maintenir leurs engagements. Ils sont dans la bonne voie, c'est-à-dire que presque tous les pays développés du monde ont déjà baissé leurs émissions. Donc, ils sont sur une trajectoire plutôt de diminution, mais ils ne sont pas à la hauteur affichée par leurs intentions. Et comme ils ne sont pas à la hauteur affichée par leurs intentions, la courbe nous emmène à peu près là, c'est-à-dire à peu près 3 degrés de réchauffement mondial aujourd'hui. Les derniers chiffres donnent plutôt entre 2,8 et 3,2 degrés de réchauffement avec un niveau d'incertitude. Donc, aujourd'hui, on n'est pas sur une trajectoire qui va nous amener en dessous du 2 degrés. Il faut encore que les gouvernements accentuent leurs efforts et réalisent vraiment leurs affichages pour qu'on y arrive. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la France qui se prépare avec sa TRAC, sa fameuse trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, et qui n'est pas sortie de nulle part, en fait. Donc, c'est une France à 4 degrés de réchauffement pour l'adaptation, et 4 degrés, la France, elle se réchauffe à peu près à 1,5 fois plus que le globe. Donc, aujourd'hui, on n'est pas loin des 2 degrés de réchauffement en France pour 1,2 degrés de réchauffement mondial. Et donc, si on atteint les 2,83, on sera à 4, voire au-dessus de 4 degrés en France. Et donc, ce qu'a proposé le gouvernement, c'est qu'effectivement, pour l'adaptation, comme c'est une température à laquelle on pense qu'on aura du mal à échapper, il est important de se projeter sur ces niveaux de réchauffement pour réfléchir à l'adaptation. Sachant que pour l'atténuation, on continue de réfléchir à des engagements pour limiter la température en dessous de 2 degrés à l'échelle mondiale. Donc, il y a déjà des confusions entre l'échelle locale et l'échelle mondiale, qui a fait beaucoup de buzz dans les journaux quand ils ont sorti ça, mais qui n'est pas complètement idiote en termes de raisonnement. Ça a un autre avantage, cette TRAC, c'est qu'aujourd'hui, les climatologues, donc nous, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et puis à Météo France, parce qu'il y a 2 grands modèles climatiques en France, à Toulouse et chez nous, on travaille ensemble pour ce qu'on appelle les services climatiques. Et vous avez, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé la base de données DRIAS. Voilà, donc la base de données DRIAS, elle va être remise à jour. Et l'objectif, c'est qu'on va donner à voir des simulations, des jeux de simulation bloqués sur une France à 4 degrés. Et l'avantage, c'est que tout le monde utilisera les mêmes scénarios avec le même niveau de réchauffement. Donc, pour la comparaison intersectorielle, interrégionale, ça va être un gros apport et un gros progrès par rapport à ce qu'on fait maintenant, où chacun va s'emparer du scénario qu'il veut, qui n'est pas un même niveau de réchauffement mondial, national, etc. Donc là, l'idée, c'est de dire, même si on s'affranchit des scénarios socio-économiques, on va donner des scénarios qui vont atteindre 4 degrés au niveau national. Et ça permettra de mieux homogénéiser la quantification des impacts de la vulnérabilité à ces niveaux de réchauffement. Donc, c'est vraiment une chose qui est importante à avoir en tête. Donc, pour nous, on est en train de travailler là-dessus. Pour nous, c'est vraiment
de ce qu'on a pu voir, c'est un pas en avant par rapport à l'organisation et la comparabilité des actions et des efforts à faire par secteur. Alors, en France, qu'est-ce qui se passe? En France, on a eu et on continuera d'avoir un réchauffement beaucoup plus marqué l'été que l'hiver. D'accord? Donc, l'été se réchauffe plus vite que l'hiver. En gros, l'été se réchauffe à 0,4, en France, 0,4 degrés par décennie, l'hiver à peu près 0,3 degrés par décennie. C'est l'automne qui se réchauffe le moins vite aujourd'hui en France. On va probablement avoir une augmentation légère de la pluviométrie en hiver pour une diminution de la pluviométrie en été, c'est-à-dire plutôt une accentuation de contrastes saisonniers. Mais sur la pluviométrie, on a beaucoup d'incertitudes parce qu'on a aujourd'hui, dans des modèles, même à 4 degrés, on a des modèles qui humidifient et des modèles qui assèchent. Donc, on a deux grandes catégories de modèles et il faut être capable de raisonner avec cette gamme d'incertitudes-là. Par contre, ce dont on est absolument sûr, c'est qu'on a une augmentation de l'évapotranspiration toute l'année. Donc, les sols vont perdre plus d'eau. Les systèmes d'eau vont perdre plus d'eau. Et ça, c'est lié au fait que le déficit hydrique, la demande atmosphérique en vapeur d'eau, elle augmente. Quand la température de l'air augmente, en fait, si vous gardez la même humidité de l'air, le déficit hydrique de l'air augmente. Donc, la demande atmosphérique en vapeur d'eau augmente très fortement. Et nous, en plus, comme l'océan et les continents ne se réchauffent pas à la même vitesse, et que nous, on a essentiellement de la vapeur d'eau qui arrive de l'océan, on n'a pas assez de vapeur d'eau pour combler la demande atmosphérique au-dessus de nos terres. Donc, le complément, il est donné par la végétation. Donc, forcément, la perte d'eau par les sols, elle va augmenter, quelle que soit la tendance de la pluviométrie. Donc, nos sols vont perdre de l'eau, ça c'est sûr. Et ce qui est important, c'est que cette augmentation, là, c'est toute la variabilité qui va augmenter. Alors, la variabilité, elle augmente. Pourquoi? Parce que une atmosphère plus chaude est une atmosphère qui est plus turbulente. Et donc, les extrêmes sont plus marqués, les fluctuations sont plus marquées. Et donc, on va, que ce soit intrasaisonnier ou interannuel, on va avoir des contrastes entre les étés d'une année sur l'autre qui vont être plus marqués, des contrastes au sein d'un hiver qui va être beaucoup plus marqué. Donc, on va vers beaucoup plus de variabilité, ce qui pose la question de stabilité d'un certain nombre de productions, évidemment. En termes d'extrêmes, on va avoir 3 à 4 fois plus de nuits tropicales. Là, je raisonne sur une France à 4 degrés. 3 à 4 fois plus de nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits pour lesquelles la température dépasse 25 degrés. Une augmentation des vagues de chaleur. Voilà, donc nous, 2022, on le dit de plus en plus aux acteurs. Alors, 2022, pas tout en 2022, c'est-à-dire la question pluviométrique en 2022 n'est pas quelque chose qu'on attribue au changement climatique. On n'a pas de certitude là-dessus. Par contre, les questions de température de 2022, là, c'est une norme pour 2050. Donc, savoir comment on aurait pu s'adapter à 2022 pour passer 2022 correctement, c'est extrêmement important parce que 2022 va devenir une norme en France. Et donc, si on sait résoudre 2022, on sait à peu près résoudre ce qui va se passer dans les prochaines années. On a des baisses de vagues de froid et de gel, ça c'est clair. Mais par contre, le risque, on n'a pas une disparition, donc ce que certains d'agronomes en tout cas appellent des gels tardifs, qui est une aberration pour un météorologue. Il n'y a pas de gel, les gels tardifs sont de moins en moins nombreux, n'existeront plus, il n'y a plus de gel tardif en gros dans le futur. Par contre, la végétation étant en avance à cause des hivers doux, eh bien, elle bourgeonne ou elle a une floraison à un moment où le risque météorologique de gel existe encore. Et donc, ça, ce risque-là, il augmente malgré la diminution des hivers. L'augmentation des pluies extrêmes, donc ça, on le vit, hein, mais ça, c'est quelque chose qui est aussi inéluctable, quelle que soit la tendance de la précipitation, qu'on augmente ou qu'on diminue les pluies. En fait, une atmosphère plus chaude, elle contient plus de vapeur d'eau. Pour 1 degré de réchauffement de l'atmosphère, c'est 7% de vapeur d'eau en plus. Ce qui veut dire qu'au moment de la condensation, il y a plus d'eau à condenser, donc l'intensité de la pluie est plus grande. Et ça, c'est pareil, c'est des lois physiques. Et là, c'est quelque chose qui arrivera. Donc, en fait,
le paradoxe du changement climatique, c'est à la fois plus d'inondations parce que des pluies plus intenses, et à la fois plus de sécheresse parce que plus d'évapotranspiration et donc plus de pertes d'eau dans les sols, par les sols. Donc c'est les deux, c'est une forme de dualité. Donc ça, il faut, et c'est jusqu'à, dans les épisodes Sevenol, on a atteint plus 27% en intensité pluviométrique sur les épisodes des dernières années, ou 14%, et on attend 27 à 30%. Donc ça commence à faire, c'est-à-dire si cette pluie arrive sur un sol qui n'est pas capable d'infiltrer cette eau-là, à la vitesse à laquelle il arrive, bah, c'est de l'inondation. On a une augmentation des sécheresses agroécologiques, je l'ai dit, surtout à cause de l'augmentation de l'évapotranspiration. Et puis ce qu'on voit arriver de plus en plus, ce sont des événements combinés. Sécheresse plus canicule, hiver plus doux, plus printemps plus pluvieux. Voilà, c'est des choses qui n'arrivaient pas forcément de manière simultanée. C'est-à-dire qu'en France, sur les derniers siècles, c'était plutôt soit sécheresse, soit canicule. Et on voit que depuis ces dernières décennies, c'est de plus en plus les deux en même temps. Alors, j'ai un historien dans un séminaire auquel j'ai donné un cours d'allemand qui me dit oui, mais en 1700, je ne sais plus quand, il y avait les deux. Oui, je n'ai pas dit que ça n'avait jamais existé. Tu étais là, donc tu savais. Je n'ai pas dit que ça n'avait jamais existé, c'est juste que maintenant, ça va devenir la norme. Le fait que l'un et l'autre. Hein? Mais ça peut durer, c'est ça. Mais c'était très bien parce qu'il faut aller revoir ça. Mais voilà, maintenant, c'est quelque chose qui devient une forme de norme. Et donc, ces combinaisons, c'est extrêmement important. Et puis, on a des combinaisons avec des extrêmes globaux. C'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant, quand on a des canicules ou des sécheresses, il n'y a pas que la France, c'est pas qu'un bout de la France, c'est toute la France, et puis c'est l'Europe, et puis c'est aussi l'Amérique du Nord. Et que, du coup, il y a des tensions sur l'approvisionnement, des tensions sur les marchés. Et donc, tout ça, ça fait que c'est des choses qu'on va voir arriver un peu plus souvent. Alors, si on zoome sur un peu l'Île-de-France, il y a le changement climatique et puis il y a sa manifestation sur notre territoire. Et en fait, si on ne peut rien faire pour un certain, en tout cas pour le moment, on est engagé sur un niveau de changement, eh bien, la façon dont on aménage notre territoire peut faire qu'on va souffrir un petit peu moins d'événements qui nous arrivent. Alors là, c'est juste un exemple sur des canicules pour vous montrer, vous savez très bien que dans les villes, en général, on a un peu plus chaud que dans la forêt de Rambouillet. Eh bien, là, vous avez l'Île-de-France avec son occupation du territoire. Hein, le gris, c'est tout ce qui est urbanisé. Vert, c'est les forêts. Et le jaune, c'est toutes les zones agricoles. Et que si vous regardez la canicule de 2019 et les températures minimales atteintes de nuit au maximum de la canicule, on était à plus de 22 degrés dans Paris intramuros et puis à 18 degrés dans les zones végétalisées en périphérie. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on sait le résoudre. On sait que quand une vague de chaleur arrive là, l'extrême, il n'est pas généré localement. En général, c'est une vague de chaleur qui nous arrive du sud très souvent avec une masse d'air qui est très chaude, mais la façon dont elle va s'incarner ou elle va se matérialiser sur nos lieux de vie va complètement dépendre de la façon dont on a traité de nos sols. Si on est sur un sol qui renvoie énormément d'évapotranspiration, donc qui transpire, où il y a quand même de l'eau et le végétal est vivant et bien vivant, et bien dans ce cas-là, cette énergie, elle est prise pour l'évapotranspiration et elle est envoyée dans l'atmosphère. Et donc, en fait, on a un sentiment de fraîcheur parce que cette énergie, elle est partie et elle n'est pas transformée en chaleur. Par contre, si on arrive sur une zone urbanisée, et bien, en fait, ça se transforme en convection de chaleur sèche, et c'est-à-dire qu'on ressent la chaleur qui arrive du sol et qui nous affecte. Donc, en fait, l'occupation des sols et l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour faire face. Donc là, j'ai pris l'exemple de la vague de chaleur, mais il y a eu des démonstrations sur l'intensité des pluies, sur les inondations. Il y a plusieurs effets. Donc, l'occupation des sols, c'est quand même quelque chose d'important. Alors après, je voudrais, avant de rentrer sur finalement peut-être plus le cœur du débat, alerter sur une première chose, et je pense que c'est aussi pour ça que nos politiques ont beaucoup de mal à prendre des décisions. En fait, les efforts qu'on va faire aujourd'hui, ils ne se verront pas avant 20 ans. D'accord? Donc là, c'est un narratif pour essayer de vous expliquer. Disons qu'on est à cet instant T, là, et on baisse nos émissions pour essayer de suivre cette trajectoire. Et on va comparer deux trajectoires. Donc, en termes d'émissions, vous voyez tout de suite la divergence entre les deux trajectoires. Par contre, nous, ce qui va affecter le climat, ce n'est pas l'émission, c'est la concentration dans l'atmosphère.
pour voir la concentration, on est à 420 ppm, donc en 10 ans, voilà, on va se transformer à ça va changer 1, 2, 3, 4 ppm, mais pas beaucoup. Sur 400, c'est pas énorme. Donc, ben, vous allez commencer à voir vos deux scénarios diverger. Donc, supposons qu'on est en 2015 au moment où on change nos émissions drastiquement. C'est qu'en 2020-25, donc 5 à 10 ans plus tard, on va commencer à voir diverger nos deux scénarios en termes de concentration mesurée dans l'atmosphère. Et puis ici, pour transformer ça en termes de température du globe, c'est 2035-2045, parce que là aussi, c'est des pouillèmes de dixièmes de degrés, et donc on ne les voit pas tout de suite. Donc en fait, vous avez des changements qui vont se voir plus tard. Donc le politique qui décide aujourd'hui de faire quelque chose d'énorme qui va faire en sorte que de toute façon il ne sera pas réélu et que tout le monde va descendre dans la rue, etc. Eh bien, en fait, même s'il est très, très vertueux, il aura le retour, enfin, c'est pas lui qui aura le retour sur investissement, en fait, ça sera, je ne sais pas combien de mandats plus loin, donc c'est 15-20 ans, voire plus après. C'est pour ça que le climatologue dit toujours la messe est dite pour les 20-30 prochaines années, et en même temps, on ne sait pas très bien quelle messe va être dite parce qu'on n'arrive pas très bien et ça, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc ça aussi, c'est important de garder ça en tête, et c'est pour ça que bien aménager son territoire, c'est la chose qui va faire qu'on va ressentir tout de suite les bienfaits de nos choix par rapport au travail sur l'atténuation du changement climatique. Alors, je vais zoomer un peu sur les évolutions à prendre en compte pour le monde agricole. Je ne sais pas si vous êtes à dominante en agronome, mais peut-être pas. Non, pas du tout, je ne sais pas. Bon, bref, vous travaillez beaucoup sur l'agriculture. Voilà, intéressé par le sujet. Donc, en fait, donc ça, c'est les grands, je dirais, les grands principes qui sont pour la France, mais aussi pour pas mal de régions du monde. Donc, on a parlé du réchauffement marqué de toutes les saisons. L'un des problèmes, c'est le déphasage des cycles phénologiques, des plantes, des pathogènes, des pollinisateurs. Donc, c'est le changement de leur cycle, avancée, recul, raccourcissement ou allongement. Mais c'est aussi éventuellement la désynchronisation des cycles. Et donc ça pose des vrais problèmes. La migration des pathogènes ravageurs, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la processionnaire du pain qui monte à 2,7 km tous les ans vers le nord, mais peut-être aussi des conditions favorables pour de nouvelles cultures auxquelles il faut vraiment réfléchir. Le réchauffement marqué des hivers et les printemps plus doux, c'est évidemment des débourrements beaucoup plus précoces, en tout cas pour les fruitiers. Donc, ce fameux risque de gel tardif qui est accru. Et voilà, on a vécu sur pas mal de vignobles et certains fruitiers ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et les dernières études qui ont été publiées montrent que ce risque-là s'accroît vraiment au moins dans les 40-50 prochaines années. Et l'autre problème de ces réchauffements des hivers et des printemps, c'est la survie des pathogènes et des ravageurs. Et donc, évidemment, le fait qu'ils deviennent beaucoup plus tôt un peu agressifs sur des plantes qui restent relativement jeunes. Les extrêmes plus chauds et la variabilité accrue, ça c'est déplacement plus fréquent de températures stressantes pour le vivant. Donc ça c'est vraiment des choses importantes. La baisse de stabilité des rendements, parce que la variabilité interannuelle, voire intrasaisonnière, il y a peut-être un peu plus de risques qu'une année sur deux, une année sur trois soit mauvaise. Donc il faut arriver à vraiment stabiliser les rendements. Et puis la difficulté de travail dans les champs, parce que le travail en extérieur, c'est quelque chose, voilà, on atteint des seuils physiologiques qui peuvent très vite être problématiques pour l'être humain. Et donc tout travail à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ça va être un running gag, ça. Mais voilà, il y a quand même pas mal de papiers sur la Chine. La Chine est déjà en train de se poser la question de changer les horaires de travail. D'accord? Pour faire travailler les gens plus tôt le matin, plus tard le soir, et peut-être pas au milieu de la journée. Voilà. Donc, il y a vraiment des questions qui sont assez importantes. Des sols globalement plus secs, donc ça c'est vraiment, donc évidemment ça va faire augmentation des risques des besoins en irrigation. Je ne vous refais pas l'histoire des méga-bassines, mais voilà, donc ce besoin-là il augmente et il est légitime, il faut vraiment se poser la question.
D'où la nécessité évidemment de choisir des cultures moins consommatrices d'eau, mais que toute la chaîne alimentaire derrière suive, c'est-à-dire le consommateur, etc. Il y a des questions, même sur le plateau Saclay, on commence à avoir de plus en plus de questions de sécheresse printanière, et avec des problèmes de levée des semis au printemps. Donc ça, c'est vraiment, c'est pareil, c'est des questions qui vont être plus fréquentes. Et les questions de sécheresse estivale qui affectent notamment les rendements du maïs, de la betterave et des prairies, et donc du coup avec les problèmes d'élevage, de fourrage, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont inéluctables. La chose qui apparaît depuis quelques années, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère parce que toutes les études les plus récentes montrent qu'elle conduit à une perte de la teneur en protéines de beaucoup de production. Et donc, ça pose aussi des problèmes probablement peut-être de carence, j'en sais rien. Enfin, bon, ça veut dire qu'en gros, la partie nutritionnelle des aliments va être amenée à changer. Et ça, c'est des signaux assez récents, en fait, hein, qui apparaissent depuis quelque temps. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, c'est la production d'ozone. Et d'où le lien avec l'élevage et la production de méthane. C'est-à-dire que à émission de méthane équivalente, à une température de l'air plus chaude va entraîner plus d'ozone. L'ozone étant un polluant atmosphérique qui nous affecte, nous, en termes de santé, mais qui affecte aussi la santé des plantes et donc les rendements. Donc, quand on parle aussi de diminuer les émissions de méthane qui viennent de l'élevage ou de l'agriculture, c'est aussi qu'en lien avec le changement climatique, à émissions égales, les problèmes seront plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le monde agricole. Le dernier exemple que je voulais vous donner avant d'appartenir sur la partie débat, ça nous a été demandé par la ville de Paris, donc ça c'est ma casquette grec francilien. En fait, je pense qu'ils commencent à s'inquiéter de l'arrivée des JO avec des températures assez chaudes. Ils ont dit Paris à 50 degrés, est-ce que c'est possible? Donc, ça, c'était une question super intéressante. Donc, en fait, on s'est lancé là-dedans. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné 1000 trajectoires de changement climatique, plus d'un millier de trajectoires de changement climatique voilà, des derniers rapports du GIEC qui ont été faits pour le dernier exercice du GIEC. Et on a cherché tous ceux pour lesquels on dépassait 50 degrés. Alors, 48 degrés en Île-de-France, qui fait facilement un 50 degrés dans Paris. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que si on maintient la température en dessous de 2 degrés, le risque est très faible. Il n'est pas nul, mais il est très faible. Dans les 20 ans à venir, voilà, ça n'est pas complètement exclu, parce que, en fait, en France, on est sous l'influence de l'Atlantique Nord, et l'Atlantique Nord a sa propre variabilité, qu'on appelle multidécennale. Typiquement, aujourd'hui, on a un Atlantique Nord qui est anormalement chaud depuis une vingtaine d'années et qui va peut-être basculer sur un mode froid. On va perdre 0,4 degrés. C'est assez brutal. Mais dans un réchauffement climatique un peu plus chaud qu'aujourd'hui, plus un Atlantique Nord beaucoup plus chaud que la normale, ça peut nous faire une France très chaude. Et donc, le 50 degrés n'est pas totalement exclu, mais il est peu probable. Dès qu'on dépasse 3 degrés de réchauffement global, donc la trajectoire française à 4 degrés, là, on commence à voir pas mal d'épisodes apparaître de 50 degrés à Paris, en région parisienne. Et alors, en général, ces températures, elles surviennent à la fin d'une période de forte chaleur avec des températures qui dépassent les 40 degrés sur plusieurs régions européennes et françaises. Donc, c'est vraiment grande échelle. Dans les semaines qui précèdent, c'est plus de 2 semaines avant, où on a des températures à 40 degrés. En général, ça se produit entre la mi-juillet et la mi-août. On n'en a pas vu sortir en dehors de cette période-là. Et c'est accompagné de minima nocturnes de plus de 35 degrés. Les nuits estivales, c'est 25 degrés. 35 degrés, la nuit, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Voilà. Donc, mais voilà, c'était un exercice qu'on a fait pour Paris, parce que Paris a voulu regarder un peu qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Est-ce que les secours, est-ce qu'il y a risque de rupture, de problème de distribution d'eau, distribution d'énergie, pompiers, ambulances, etc., etc. Donc, ils ont fait un test en grandeur réelle pour voir si tout le monde était capable de réagir au mois d'octobre. Et donc, ils avaient besoin de savoir déjà s'ils faisaient travailler les gens sur quelque chose qui est quand même probable ou possible ou sur rien du tout. Voilà. Donc, nous, on s'est bien amusés en faisant ça. Voilà. Alors, ensuite,
on arrive sur la partie des leçons. Comment est-ce qu'on s'empare de ça? Alors, donc moi, j'ai travaillé, ça fait plusieurs années que je suis un peu sur le service, enfin, je réfléchis au service climatique pour l'agriculture. Donc, où j'ai été dans plusieurs chambres d'agriculture, j'ai rencontré pas mal de gens d'acteurs du monde agricole. Et finalement, je me suis dit, la première question à se poser, c'est qui les bons interlocuteurs? En tout cas, c'est pas l'agriculteur de grande culture. Ça, c'est clair, il n'en a strictement rien à faire de nos projections climatiques, parce que c'est pas lui qui a parce que lui, il va semer ce qu'on lui apporte en termes de semences, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est que j'ai une super prévision saisonnière, mais pas forcément les projections climatiques. C'est pas lui qui a ce que ça l'intéresse, dans sa curiosité, mais c'est pas le bon interlocuteur. Donc, il y a la question de vraiment le choix de l'interlocuteur. Et c'est vraiment, alors aujourd'hui, nous, ce qu'on a déterminé, c'est que c'est évidemment les conseillers techniques agricoles, c'est les coopératives, sauf qu'elles n'ont jamais le temps de travailler avec nous, et c'est les semenciers, mais c'est pareil, ils n'ont pas beaucoup de temps de travailler avec nous, donc on a un peu l'impression de servir à rien par moment dans ce domaine-là. Je parle des grandes cultures, hein. Je ne parle pas des plantes pérennes, là, je parle vraiment des grandes cultures. La deuxième interrogation à laquelle on a abouti, c'est vraiment, c'est quoi la bonne information? Parce que pour le moment, soit on a un agriculteur ou quelqu'un qui dit, bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi l'année prochaine? Ok, mais ça ne veut rien dire, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est quoi l'information dont vous avez besoin? Ou nous, on arrive en disant, ben voilà, le nombre de jours de gel va diminuer de temps. Mais la culture du blé, c'est pas le nombre de jours de gel dans l'année qui l'intéresse, c'est un nombre de jours de gel en dessous d'un certain seuil de température entre le semis et la levée. Après, ils s'en fichent en gros. Voilà. Donc, c'est des indicateurs très précis, très particuliers. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut construire les indicateurs, co-construire et pas construire, co-construire les indicateurs spécifiques pertinents. Par exemple, la première fois qu'on s'est lancé dans les services climatiques, ce n'était pas avec l'agriculture, c'était avec l'énergie. Et on avait Gaz de France et Électricité de France qui nous ont chacun demandé est-ce que le risque de vague de froid dans le futur va diminuer ou augmenter? C'est ça leur question. Voilà. On n'a pas posé plus de questions que ça. On est tous retournés dans les labos. On a calculé les vagues de froid à la formule Météo France. On est arrivé, passé, futur, machin. Ils ont regardé le passé et chacun nous a dit ça, c'était pas une vague de froid, ça, c'était pas une vague de froid, ça, c'était pas. Non, ben, on n'a pas nos vagues de froid. On était là, ah ouais, vous n'avez pas vos vagues de froid. Non, parce que la vague de froid qui les impacte sur la distribution, c'est une définition très particulière. C'est pas la vague de froid au sens météorologique, Météo France, bulletin météo, qui fait. C'est vraiment des indicateurs et l'indicateur n'était pas le même pour Gaz de France et pour Électricité de France. Donc, on a redéfini le bon indicateur, on est reparti dans le labo, on a recalculé l'indicateur et on est arrivé. Voilà. Donc, voilà, il y a ça. Après, maraîchage, tu peux vendre une ville, en gros, le maraîcher, c'était pas le seuil de la carotte, de la courgette, etc. C'était un indicateur intégré parce que le maraîcher, il a besoin d'informations, il sait que s'il a tel et tel truc, eh ben il sait quelle combinaison il va faire derrière, je résume à la hache, hein. Et voilà, c'est ça. Donc c'est quoi? Et donc ça, et là, c'est la co-construction qui est, là, je pense que vous êtes bien placé pour ça, mais c'est vraiment la co-construction qui est fondamentale, déterminer quelle est la sensibilité climatique de l'acteur ou de la production, c'est quoi la sensibilité climatique et comment on l'exprime, quel indicateur va nous permettre de l'exprimer, qu'on va pouvoir définir ensemble et ensuite, nous, on peut retourner dans nos labos pour la produire, la reconstruire, la recalculer, la calculer dans le passé, être sûr qu'on est bien d'accord et que les moments qu'on voit comme étant problématiques, c'est bien ceux qui ont été vécus. Et ensuite, on peut se projeter avec confiance dans le futur. Ensuite, on a des questions d'horizon temporel. Alors, la vigne, la forêt, ils sont la fin du 21e siècle, ça leur va très bien. Ils plantent pour 50, 80 ans. Il n'y a aucun problème. C'est la même horizon temporel que le climatologue, c'est l'horizon temporel dans lequel on est à peu près confortable, parce que là, on voit bien des distinctions entre les différents scénarios socio-économiques, et c'est bien notre zone de confort. Par contre, la grande culture, c'est 10 ans, 15 ans, grand maximum. Au-delà, voilà, ça ne les intéresse pas forcément comme horizon temporel, même pour la sélection variétale. Et là, ce n'est pas du tout la zone de confort du climatologue, c'est-à-dire qu'on est dans une zone là où ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat peut complètement dominer le changement climatique. Là, je vous ai parlé de l'Atlantique Nord chaud.
Donc là, on a une France plus chaude à cause du changement climatique et aussi plus chaude parce qu'on a un Atlantique Nord plus chaud. Si on bascule dans un mode froid de l'Atlantique Nord, relativement, la France va se refroidir par rapport aux 10 dernières années. Mais c'est pas du changement climatique. Mais n'empêche qu'on en prend peut-être pour 30 ans de mode froid de l'Atlantique Nord. Là, vous avez entendu parler, on est dans une année El Niño. Voilà, donc c'est une année qui va être plus chaude partout dans le monde. Et El Niño, c'est sur les zones du Pacifique Est, c'est 2 à 3 degrés de température de surface des océans plus chaude. Et le réchauffement climatique, c'est 0,8 sur les océans. Et là, on parle de 2 à 3 degrés. Ça, c'est de la variabilité naturelle. Donc, quand on est, et les variabilités naturelles, souvent, elle est décennale, ou multidécennale. Donc, quand on regarde un horizon temporel devant nous qui est de 10, 20 ans, on est dans un mode où la variabilité naturelle est là et elle peut dominer le signal climatique pendant quelques années, voire une décennie ou 2 décennies. Et pour le moment, on n'a pas de prévisibilité de cette. On est capable de faire une variabilité décennale dans le modèle de climat, mais on n'est pas capable de dire quand exactement. On n'est pas capable de dater les choses. Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Donc, on n'est pas du tout dans notre zone de confort en termes de climatologue. Et voilà. Et donc là, on a une espèce de non-compréhension. Il y a eu, vous dites que c'est déjà écrit, mais en même temps, vous ne savez pas ce qui est écrit. Là, oui, c'est vrai, c'est la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il faut discuter, parce qu'on sait pourquoi on ne sait pas dire. Et on ne sait pas encore comment on peut se démêler cet écheveau. On y travaille, mais on n'a pas encore toutes les solutions. L'autre point, c'est vraiment s'emparer des événements récents. On commence à en avoir un certain nombre dont on dit qu'ils ressemblent à 2022, par exemple, voilà, à bien des égards. Donc, je pense que être capable de faire une relecture des événements qui ont marqué le vécu de production, le vécu de gens, etc., c'est hyper important. Et donc, les revisiter éventuellement avec l'accompagnement de climatologue, je pense que c'est une bonne stratégie. Et puis après, il y a la question de faut-il toujours choisir le scénario de pire? Oui. Oui. D'accord. Tout à fait. Non, mais par contre, voilà, 1967, c'est quelque chose. Depuis, maintenant, ça devient plus. À l'époque, ça restait exceptionnel. Oui, ça a commencé en mars. Non, mais je pense que maintenant, on sait quelle est la trajectoire. Alors oui, je pense que ça passe. Je suis complètement. Alors, je pense qu'il faut s'en emparer en sachant que c'est quelque chose qui va arriver et en ayant la vision grand angle de tous les autres problèmes qu'il va y avoir. Oui, je suis d'accord. J'ai pas du tout la solution. Donc, ce dernier point là, est-ce qu'il faut toujours choisir le scénario du pire? Là, moi, j'avoue que je suis pas convaincue. C'est-à-dire que quand on fait un barrage hydraulique, ou quand on érige une digue, etc., d'aller prendre la crue centenale, ou etc., enfin, de dire la pire des pires des crues qui va se produire, là, je suis d'accord. Mais pour l'agriculture, qu'est-ce que ça veut dire prendre le scénario du pire? Je ne suis pas sûre. En même temps, il faut regarder plusieurs scénarios. Je vous ai dit, dans les scénarios de changement climatique sur la France, on a à peu près autant de modèles qui nous disent, dans les derniers modèles revisités avec les meilleures stratégies, etc., qui vont être ouverts là, DRIAS-O, Explore 2, qui va être ouvert là, cette semaine, je pense, normalement, remis au public cette semaine. Eh bien, on a autant de modèles qui disent qu'on va avoir plus de pluie en France, alors dans la moitié nord de la France, que la moitié sud de la Méditerranée, définitivement, elle en a moins, et la moitié qui disent qu'on va en avoir moins. Juste une question par rapport à ce que vous dites, est-ce que j'ai mal compris? Vous raisonnez un système productif identique, on ne change rien, on s'adapte pour l'éventuel modèle de changement climatique. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour essayer d'avoir l'atténuation? Parce que là, on ne fait que s'adapter. Alors, moi, je ne parle pas d'adaptation, je parle des éléments qui m'ont. Parce que moi, je n'ai pas la capacité, je ne suis pas agronome, donc ce n'est pas moi qui vais travailler l'adaptation.
Moi, j'arrive pour produire un service climatique, c'est-à-dire je vais essayer de traduire au mieux ma connaissance du climat futur pour ceux qui veulent faire de l'adaptation. Et voilà. Et donc, si quelqu'un me dit, ben non, moi, je veux travailler sur telle culture, est-ce que je vais pouvoir la faire dans le futur? On va travailler pour savoir quels sont les éléments de climat dont ils ont besoin. D'accord? Donc, alors effectivement, c'est vrai que quand on a travaillé sur le blé, on travaille avec un certain nombre de gammes de variétés de blé. On calcule les changements de date de semis en fonction du climat, mais on garde un système grande culture de blé pour voir un petit peu quelles sont les possibilités, bien sûr. Mais après, ça m'appartient pas. Moi, j'estime que ça, c'est pas mon boulot de faire ce genre de choses. Je suis climatologue, donc moi, je vais essayer d'apporter l'information climatique pertinente, la plus pertinente possible, mais pas le reste. D'accord? Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'est la question du scénario du pire. C'est voilà. Alors, rappelez juste un dernier truc, et puis après, j'ai une dernière slide et j'aurai fini. Voilà. Un rappel aussi que quand on parle de risque, on a tendance à tout mettre sur le dos du changement climatique maintenant. Une inondation, c'est le changement climatique, voilà. Et en fait, c'est pas vrai. Et donc, il ne faut pas oublier que, ben voilà, on va couper le sifflet. Ah. Ah. Moi, je voyais bien. Donc, simplement qu'en fait, il y a une notion d'exposition, une notion d'aléa, une notion de vulnérabilité et une notion de capacité d'adaptation. Donc, moi, j'aime bien cette figure qui vous dit qu'en fait, bon, bah, l'aléa, il y a le pot qui tombe, très bien. Lui, il n'a pas de bol, il est dessous, mais en plus, il est encore plus vulnérable parce qu'il a enlevé son casque. Donc, il est exposé à l'aléa puisqu'il est juste dessous par rapport à son copain. En plus, il a enlevé son casque, donc il est vulnérable. Donc, en fait, il vaut mieux qu'il ait secours pas trop loin pour pouvoir intervenir très vite. Mais voilà, donc en gros, c'est le risque, c'est l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition et la capacité d'intervention. Donc, quand de temps en temps, on a des inondations, parfois, ce n'est pas parce qu'on a une pluie qui est attribuée au changement climatique, mais simplement parce qu'on a imperméabilisé nos sols et que ça entraîne une inondation et que ça aurait entraîné une inondation même sans changement climatique avec une pluie de cette intensité-là. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes à garder en tête. Et ma dernière slide, c'est toutes les difficultés techniques quand nous, on fait du service climatique auquel on fait face. Donc, la première question, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'incertitude liée à la variabilité naturelle du climat. On peut avoir des décennies plus froides qu'avant, dans un monde plus chaud. Voilà. Et donc là, comment on fait? Donc, l'adaptation doit malheureusement prendre ça en compte aussi. L'incertitude liée à l'imperfection de nos modèles. Donc, voilà, donc ça veut dire que comme font beaucoup de gens, ont fait beaucoup de gens jusqu'à présent, c'est-à-dire aller prendre juste une trajectoire, un seul modèle climatique pour un scénario, celui qui vous intéresse le plus, parce que c'est celui du pire ou c'est pas celui du pire ou ceci, et puis baser toute votre stratégie là-dessus, ça ne tient pas la route. C'est vous prenez des pommes pour faire de la compote de poire, ou voilà, je ne sais pas, là, vous ne pouvez pas ne pas avoir du multimodèle. Qui pose plein de problèmes, voilà. Mais on peut pas baser une décision, en tout cas surtout quand elle engage. La sensibilisation et comprendre les choses, c'est très bien. Passer à l'action pour engager économiquement des actions, ça c'est un autre problème. On a bien sûr les incertitudes liées au scénario socio-économique, c'est-à-dire nos choix et notre trajectoire, là, elle évolue en permanence. On réactualise à chaque fois les courbes. Donc, ça fait plus de 30 ans que ça évolue en permanence. Donc, en fait, il faut être capable de prendre en compte ces ajustements continus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre une décision pour un avenir stable. On est dans une condition d'instabilité permanente et ça va rester un bon moment comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait cette capacité d'auto-adaptation de notre trajectoire au fil de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, je pense, non plus. Et l'autre question, c'est la difficulté de territorialiser le changement climatique. Moi, j'ai plein de gens, et d'ailleurs, AXA Climate s'en est emparé. Ils vous disent qu'ils sont capables de faire des projections climatiques à 30 mètres de résolution. C'est bullshit. C'est-à-dire, ça ne vaut strictement rien. Et ils vous font payer pour ça. Ça ne vaut strictement rien. On ne sait pas faire ça. Déjà, en France, on fait de la territorialisation à 64 km², 8 km par 8 km. Déjà, ça, on n'est pas 100% sûr que ça soit... Voilà. En dessous de 12-15 km, on a un peu moins confiance dans ce qu'on fait.
Ensuite, c'est des relations statistiques très ponctuelles. Mais de dire qu'on vous fait un truc à 300 mètres de résolution, comme ça, là, au doigt mouillé, ça ne peut pas marcher. C'est faux. Donc, en plus, évidemment, ils mettent aucune erreur statistique autour, pas de barre d'erreur, pas de rien du tout. Donc là, il faut vraiment faire très attention. C'est-à-dire, d'où l'intérêt de travailler avec les climatologues et de dire en quoi, jusqu'où on a confiance et où est-ce que là, on ne peut pas. C'est pas la peine. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut toujours chercher la résolution spatiale la plus fine? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour prendre une décision? Je suis pas convaincue. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis pas convaincue dans tous les domaines. Donc, il faut vraiment se poser la question, parce qu'on a toujours la course à l'outil le plus perfectionné, etc. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut faire et décider, même si on n'a pas l'outil le plus perfectionné, parce que c'est des changements dont on sait que de toute façon, ils vont nous emmener dans la bonne direction et c'est des choses sans regret. Voilà, donc c'est pour ça que je dis aussi le dialogue, la co-construction et surtout ne pas travailler chacun dans notre coin, c'est-à-dire les climatologues travaillent avec les gens qui décident. Voilà, et puis j'ai terminé juste pour vous rappeler, en fait, parce que j'ai des collègues qui aiment bien dire ça, l'atténuation, c'est les solutions pour éviter l'ingérable, et l'adaptation, ce sont les solutions pour gérer l'inévitable. Voilà. Et en ce moment, on sait qu'on a de l'inévitable, et l'ingérable, c'est de ne pas dépasser 2 degrés. Parce qu'après, ça va devenir vraiment compliqué. Je vous remercie.